Il y a des choses qu'on porte si longtemps qu'elles finissent par faire partie du corps. On ne les sent même plus. Je portais ma fille comme ça, collée contre ma poitrine, mêlée à l'air que je respirais. Je n'aurais jamais imaginé que le jour où je poserais enfin ce poids serait dans un aéroport, devant tout le monde, une valise à la main et le cœur plus léger que je ne l'aurais cru possible. Je m'appelle Élise, j'ai 67 ans, des cheveux blancs que je n'ai jamais voulu teindre, parce qu'Henri disait toujours qu'ils étaient beaux comme ça. Et une vie qui, pendant longtemps, a tourné autour de 2 personnes, mon mari et ma fille. Henri est parti il y a 2 ans. Et Camille. Camille est partie différemment, doucement, sans prévenir, pendant que je la regardais encore. Ce matin-là d'octobre, l'aéroport Charles de Gaulle était comme il l'est toujours, bruyant, froid, rempli de gens qui ne regardent personne. J'aime cet endroit, vous savez, je l'ai toujours aimé. Henri et moi y sommes passés tellement de fois au fil des années. On voyageait beaucoup quand les enfants étaient petits, avant que les responsabilités pèsent plus lourd que les rêves. Il y avait quelque chose dans cette odeur de café mêlée à l'air recyclé des terminaux qui me rappelait l'époque où tout était plus simple. Mais ce jour-là, je n'étais pas avec Henri, j'étais avec Camille. Et tout ce que je ressentais, c'était une fatigue qui ne venait pas des jambes. Elle était belle, comme toujours. Manteau beige, sac en cuir, les cheveux attachés d'une façon qui semblait à la fois négligée et calculée. Ma fille a toujours su se présenter au monde, depuis toute petite. Je la regardais parfois et je me demandais d'où venait cette femme si assurée, si organisée, si distante. Parce qu'à un moment, entre la petite fille qui s'endormait sur mes genoux et la femme qui se tenait là, à côté de moi, quelque chose s'était perdu. Et je n'ai jamais su dire exactement quand. Après la mort d'Henri, Camille est arrivée avec tout. Affectueuse, présente, réglant les choses pour lesquelles je n'avais plus la tête. « Maman, laisse-moi faire. » Elle disait ça avec une voix si douce que j'y ai cru, et j'avais besoin d'y croire. Parce que le deuil est trop lourd à porter seul. Et quand quelqu'un vous tend la main, on la saisit, sans trop réfléchir. Si vous aussi vous avez déjà senti que vous perdiez le contrôle de votre propre vie, doucement, sans bruit, que quelqu'un prenait la place qui était la vôtre sans jamais élever la voix, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Aimez cette vidéo pour moi. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Ça compte bien plus que vous ne l'imaginez. Elle a pris en charge les comptes, puis les investissements, puis l'accès à la banque. Juste pour simplifier les choses, maman. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Et moi, qui avais toujours été une femme qui gérait sa propre vie, qui avait travaillé des années comme institutrice à Lyon, qui avait élevé 2 enfants sans jamais demander de faveur à personne, j'ai laissé faire. Parce que j'étais épuisée. Parce que c'était ma fille. Parce que parfois, on confond l'amour avec l'abandon de soi-même. Les premiers mois ont semblé normaux. Camille m'envoyait un résumé des comptes chaque mois, un tableau bien organisé, tout expliqué. Je parcourais rapidement, je signais ce qu'elle me demandait et je reprenais ma vie. Mais ensuite sont venues les premières étrangetés. Petites. Du genre qu'on écarte sur le moment parce que ça semble sans importance. Un achat dont je ne me souvenais pas. Un virement vers un compte que je ne reconnaissais pas. Un relevé qui ne correspondait pas tout à fait au résumé qu'elle m'envoyait. Rien de criant. Rien que je puisse pointer du doigt en disant « Voilà, c'est faux ». C'était plutôt une sensation, un malaise petit, du genre qui démange au fond de la tête pendant qu'on essaie de dormir. J'en ai parlé une fois, une seule fois. J'ai posé une question sur un virement de 300 € que je ne reconnaissais pas. Camille a soupiré, son soupir à elle, celui de quelqu'un qui est fatigué d'expliquer une évidence, et elle a dit que c'était des frais bancaires. « Maman, ce sont des choses normales. Tu n'as pas besoin de surveiller chaque centime, je gère tout. » Et j'ai ravalé, parce que c'était ma fille et parce que je voulais encore croire, mais Henri m'avait appris quelque chose de très important quand j'étais jeune. Il disait « Élise, quand quelque chose semble anormal 3 fois de suite, ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. » J'ai mis des années à comprendre ce qu'il voulait dire, mais j'ai compris. Alors j'ai commencé à noter. Je n'ai rien dit, je n'ai pas confronté. Je n'ai pas appelé la banque. J'ai juste commencé à garder les papiers. Relevé après relevé, facture après facture.
chaque message qu'elle m'envoyait concernant l'argent. Je les rangeais dans un simple classeur en carton au fond du tiroir du secrétaire d'Henri, le seul endroit dans l'appartement que Camille ne touchait jamais parce qu'elle avait un respect étrange pour ses affaires, ou peut-être parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi méthodique. Ça a duré 6 mois. 6 mois de silence, de patience, de café froid et de nuits à relire des chiffres. Et plus je regardais, plus ce qui se passait devenait clair. Ce n'étaient pas des frais bancaires. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un fil qui, quand je le tirais doucement, déroulait quelque chose que je n'avais pas encore le courage de nommer. Le voyage à Nice était mon idée. Je voulais voir Marguerite, ma belle-sœur, la sœur d'Henri, qui vit là-bas depuis 30 ans et qui est la personne qui me fait le plus rire dans ce monde. J'avais besoin de respirer un air différent, besoin de quitter Paris quelques jours, parce que Paris en octobre a une beauté qui fait mal quand on est seul. Ces teintes orangées sur les feuilles du Luxembourg, l'odeur de châtaigne grillée au coin de la rue, c'était beau et lourd à la fois. Camille a insisté pour m'accompagner à l'aéroport. « Maman, tu ne vas pas aller seule jusqu'à Gaulle, c'est loin. » J'ai dit que j'allais bien, que j'en étais capable. Elle a insisté avec cette voix douce qui, j'avais appris, n'était pas tout à fait de la gentillesse. C'était du contrôle avec un vernis de sollicitude. Alors je l'ai laissée venir. Dans la voiture, elle a passé presque tout le trajet sur son téléphone. Je regardais par la fenêtre. La ville défilait dehors, grise et pressée. Je pensais à Henri, à la façon dont il tenait toujours ma main dans les longs trajets. Pas par nécessité, juste comme ça. Je pensais au nombre de fois où j'avais confondu présence et compagnie. Parce que Camille était là, à côté de moi, mais je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Nous sommes arrivés au terminal. Elle a pris ma valise dans le coffre sans me demander si j'avais besoin d'aide, par efficacité plutôt que par affection. Nous sommes allés jusqu'au comptoir d'enregistrement, et c'est là qu'elle a dit, sans lever les yeux de son téléphone, sans même me regarder: « Tu voyages en économique, maman. Pas comme une question, comme une information, comme quelqu'un qui annonce que le dîner sera à 7 heures. » Je me suis arrêtée. À l'intérieur, quelque chose que je retenais depuis longtemps s'est relâché. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était plutôt comme quand on porte une boîte lourde dans un long couloir et qu'on arrive enfin au bout. On ne la jette pas par terre avec violence, on ouvre simplement. Les mains. Je n'ai rien dit. J'ai souri légèrement, comme je le fais toujours, et j'ai dit que j'avais quelque chose à régler avec l'agent. Camille a haussé les épaules et est restée sur son téléphone. Et je suis allée. L'agent s'appelait Julien. Jeune, le regard attentif, un badge légèrement de travers sur son veston. Quand je me suis approchée et que j'ai dit mon nom à voix basse, il a regardé son ordinateur, puis moi, avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer immédiatement. C'était quelque chose entre la reconnaissance et la prudence. Il a dit « Madame Morel ». Oui, je vois bien les 2 réservations ici. J'ai dit que je voulais confirmer le moyen de paiement utilisé pour la réservation de mon accompagnatrice. Il a hésité une seconde. Puis il a légèrement tourné l'écran vers moi. Juste assez pour que je voie ce que j'avais besoin de voir. La carte utilisée pour acheter le billet de Camille était la mienne. La même qu'elle était censée utiliser uniquement pour les dépenses du foyer que j'avais autorisées. La même qui, selon elle, n'était mouvementée qu'avec ma connaissance. Julien m'a regardé avec discrétion. Il n'a rien dit au-delà de ce que les données montraient. Mais il y avait dans son regard une question silencieuse. « Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, madame ?» J'ai respiré profondément et j'ai su exactement quoi faire. Gardez bien ce moment en mémoire. Parce que ce que j'ai fait ensuite à ce comptoir, ce n'était pas impulsif, ce n'était pas de la vengeance. C'était le résultat de 6 mois de silence, de patience, et d'une femme qui a appris, tard, mais qui a appris, que la douceur n'est pas la même chose que la faiblesse. Et que parfois, l'acte le plus courageux de toute une vie n'est pas de crier, c'est simplement d'arrêter de faire semblant de ne pas voir. Ce qui s'est passé ensuite à ce comptoir, vous ne l'attendrez pas. Je vous le garantis. Il y a des moments dans la vie où on sait, au fond de soi, qu'on est en train de traverser quelque chose d'important. Pas de façon dramatique. Sans tremblement, sans larmes, sans que personne autour
ne remarque quoi que ce soit. C'était exactement ça, ce matin-là, devant ce comptoir. Julien regardait son écran. Moi, je regardais mes mains posées sur le bord du comptoir. Ces mains qui avaient tenu Henri pendant ces derniers jours, qui avaient coiffé Camille petite, qui avaient signé sans lire trop de documents ces derniers mois. Ces mains qui, maintenant, allaient faire quelque chose de calme et d'irréversible. J'ai dit à Julien à voix basse, « Je voudrais annuler la 2e réservation, celle au nom de Camille Morel. » Il a levé les yeux vers moi. Pas de surprise, pas de jugement, juste cette prudence professionnelle des gens qui ont appris à ne pas poser de questions inutiles. Il a demandé si j'étais certaine. J'ai dit oui. Il a tapé quelques touches. Et c'était fait. Aussi simplement que ça. Je me souviens d'avoir pensé que les grandes décisions de la vie devraient être plus bruyantes, qu'il devrait y avoir un signe quelconque, une lumière qui change, un son, quelque chose. Mais non. Julien m'a remis un document, j'ai glissé mes lunettes sur mon nez pour vérifier, et j'ai signé. Le monde continuait à tourner exactement comme avant. Les annonces dans les haut-parleurs, les valises qui roulèrent sur le sol, une enfant qui courait derrière son père un peu plus loin, et moi, debout là, avec le sentiment étrange d'avoir enfin repris quelque chose qui m'appartenait. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la femme assise un peu en retrait, sur l'une des chaises du terminal, âgée, peut-être quelques années de plus que moi, un manteau bordeaux et un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lisait manifestement pas. Elle me regardait, pas avec indiscrétion, mais avec cette façon qu'ont parfois les femmes d'un certain âge de se reconnaître entre elles. Comme si elle avait compris, sans avoir entendu un mot, ce qui venait de se passer. Elle n'a rien dit. Elle a juste hoché légèrement la tête. Et moi j'ai fait de même. Il n'en fallait pas plus. Je suis retournée vers Camille. Elle était au même endroit, le téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran. Elle n'avait pas bougé d'1 centimètre. Je me suis demandé, une fraction de seconde, ce qu'elle ressentait vraiment au fond d'elle. Si derrière toute cette organisation, tout ce contrôle, il y avait encore la petite fille qui avait peur que je parte un jour sans elle. Parce que les enfants qui ont peur font parfois des choses terribles pour garder le contrôle. Ça ne les excuse pas, mais ça les explique un peu. « Tout est réglé ?» Elle a demandé sans lever les yeux. « Tout est réglé », j'ai répondu, et c'était vrai, juste pas dans le sens où elle l'entendait. On s'est assises quelques minutes ensemble en attendant l'heure de l'embarquement. Camille m'a parlé de son travail, d'une réunion qu'elle avait la semaine suivante, d'un dîner avec des amis. Je l'écoutais, vraiment. Pas de façon mécanique. Je l'écoutais parce que c'était ma fille, et que même dans tout ce qu'elle avait fait, même dans la douleur que j'avais portée ces derniers mois, elle restait ma fille. On n'efface pas 40 ans d'amour en une matinée. On ne devrait d'ailleurs pas essayer. C'est peut-être ça que les gens ne comprennent pas toujours quand une mère décide de se défendre contre son propre enfant. Ils imaginent de la haine, de la rancœur, une rupture froide et définitive. Mais ce n'est pas ça. C'est bien plus compliqué. C'est aimer quelqu'un profondément et comprendre en même temps que l'aimer ne signifie pas le laisser vous détruire. L'amour sans limite n'est pas toujours une vertu. Parfois, c'est une démission. Quand l'heure d'embarquer est arrivée, je me suis levée. J'ai pris ma valise à roulettes, celle en cuir bleu marine qu'Henri m'avait offerte pour nos 30 ans de mariage. Je l'ai regardée, Camille, vraiment regardée. Ce visage que je connaissais depuis le premier jour de sa vie, ses yeux qui avaient la même couleur que ceux de son père. Et j'ai ouvert les bras. Elle a eu l'air surprise, 1 seconde. Puis elle est entrée dans mes bras. On s'est tenus là, toutes les deux, un long moment. Plus long que d'habitude. Je sentais son parfum, le même depuis des années, une fleur légère, quelque chose de propre. Je lui ai serré l'épaule. Elle m'a serré aussi, et j'ai cru sentir dans ce geste quelque chose de fragile qu'elle ne montrait jamais. Peut-être qu'elle aussi portait quelque chose. Peut-être qu'elle aussi, au fond, savait que quelque chose avait changé sans pouvoir dire quoi. Je me suis détachée doucement. « Prends soin de toi, Camille. » Elle a souri. « Toi aussi, maman. Envoie-moi des nouvelles dès que tu arrives. » J'ai hoché la tête, et je me suis retournée vers la porte d'embarquement. Je n'ai pas regardé derrière moi, pas par dureté,
mais parce que je savais que si je la voyais encore une fois dans ce terminal, debout avec son manteau beige et son téléphone, quelque chose en moi aurait peut-être vacillé. Et j'avais besoin de ne pas vaciller. Pas ce jour-là. Le couloir vers la porte d'embarquement était long. Ces couloirs ont toujours quelque chose de particulier. On y est entre deux mondes, entre ce qu'on laisse et ce qui nous attend. Je marchais lentement, ma valise derrière moi, et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas l'impression de fuir. J'avais l'impression d'avancer. C'est différent, vous savez. Fuir, ça pèse. Avancer, ça allège. Je pensais à Marguerite qui m'attendait à Nice, à son appartement avec vue sur la mer, à son café trop fort et à ces histoires qui font rire même quand on est triste. Je pensais qu'il y avait encore de belles choses devant moi, que j'avais encore du temps, et que ce temps-là, chaque minute, chaque décision, chaque franc sur mon compte, m'appartenait. C'est au moment où j'approchais de la porte d'embarquement que mon téléphone a vibré. Un message de ma banque. Une confirmation de modification d'accès au compte. J'avais pris mes dispositions la veille, avec l'aide d'un conseiller que je connaissais depuis des années. Tout avait été programmé pour s'activer ce matin-là, à cette heure précise. Camille n'avait plus accès à rien. J'ai glissé le téléphone dans mon sac et j'ai présenté ma carte d'embarquement. Derrière moi, quelque part dans ce terminal immense et bruyant, Camille allait regarder son propre téléphone d'une seconde à l'autre. Elle allait chercher sa confirmation de vol et ce qu'elle allait trouver à la place. Ce moment-là, le moment où elle a réalisé, je ne l'ai pas vu. Je l'ai seulement imaginé, dans l'avion, le regard posé sur les nuages. Et ce que j'ai ressenti n'était pas de la joie. C'était quelque chose de bien plus lourd et de bien plus honnête que ça. Mais ce que j'ignorais encore, à ce moment précis dans cet avion, c'est que Camille n'allait pas simplement rester sans réagir. Et que ce qui m'attendait à Nice n'était pas que du repos. Nice, en octobre, c'est une lumière que Paris ne connaît pas. Dorée, un peu fatiguée, comme si le soleil lui-même prenait le temps de souffler avant l'hiver. En descendant de l'avion, j'ai senti l'air chaud sur mon visage. Cet air du sud qui sent le sel et la pierre chaude. Et quelque chose dans ma poitrine s'est déserré doucement. Comme un nœud qu'on défait avec patience, pas avec violence. Marguerite m'attendait à la sortie des arrivées. Petite, vive, les cheveux coupés courts depuis qu'elle avait décidé un matin de ses 62 ans qu'elle n'avait plus de temps à perdre avec ce qui ne lui plaisait pas. C'est exactement le genre de femme qu'elle est. Quand elle m'a vue, elle a ouvert les bras sans rien dire. Et moi, je me suis laissée aller contre elle comme on le fait avec les gens qui nous connaissent vraiment, sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Dans la voiture, elle a attendu que je parle. C'est ça que j'aime chez Marguerite. Elle ne pose jamais de questions trop tôt. Elle laisse l'espace se remplir naturellement, sans forcer. On a roulé un moment en silence, les palmiers qui défilaient sur le bord de la promenade, la mer d'un bleu profond à notre droite. Et puis j'ai commencé à parler. Pas tout, pas encore. Juste l'essentiel. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a gardé les yeux sur la route encore quelques secondes. Puis elle a dit simplement « Henri savait, tu sais, il me l'avait dit, quelques semaines avant de partir. Il était inquiet pour toi. » J'ai tourné la tête vers elle. « Il t'a dit quoi, exactement ?» Elle a hésité. Puis, il m'a dit de garder un œil sur toi, qu'il ne mourrait pas tranquille s'il ne savait pas que quelqu'un veillait. J'ai regardé la mer. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend sur les gens qu'on a aimés et qu'on a perdus, et qui font à la fois du bien et du mal en même temps. Henri avait vu. Henri avait su. Et même depuis là où il était parti, d'une façon ou d'une autre, il avait continué à s'occuper de moi. Ce soir-là, dans l'appartement de Marguerite, fenêtres ouvertes sur la nuit, le bruit des vagues en fond sonore, mon téléphone a sonné. Camille. J'ai regardé l'écran sonner 3 fois, puis je l'ai posé face contre la table. Pas parce que je refusais de lui parler, mais parce que je n'étais pas encore prête. Parce que certaines conversations demandent qu'on soit debout, solide, les 2 pieds bien ancrés dans ce qu'on sait être juste. Et ce soir-là, j'avais encore besoin d'une nuit pour ça. Marguerite m'a apporté du thé. On s'est assise sur le balcon. Elle m'a parlé d'Henri, des petites choses, des souvenirs drôles,
Des détails qui font rire et pleurer en même temps. C'est ça aussi le deuil. Ce n'est pas que de la tristesse. C'est une conversation qui ne finit jamais vraiment. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Camille. Long, très long. Elle était dévastée, disait-elle. Elle ne comprenait pas. Elle avait essayé de joindre la compagnie aérienne. Elle avait raté son vol. Elle avait dû rentrer en taxi depuis l'aéroport. Elle voulait savoir pourquoi. Elle voulait qu'on se parle. J'ai lu chaque mot. Et j'ai remarqué quelque chose. Dans tout ce message, il n'y avait pas une seule fois le mot « désolé ». Pas une seule reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Juste de la confusion, de l'incompréhension, et quelque chose qui ressemblait davantage à de la colère mal déguisée qu'à du regret. Ça m'a confirmé quelque chose que j'espérais encore me tromper. Le rendez-vous avec Maître Laurent Dubois avait été arrangé par un ami de longue date d'Henri, un homme qui avait travaillé avec lui pendant 20 ans et qui, quand j'avais pris contact quelques semaines plus tôt, n'avait pas posé une seule question indiscrète. Il m'avait juste dit « Je connais quelqu'un de bien à Nice. Je lui parle. » Le cabinet de Maître Dubois était dans une rue calme du Vieux-Nice, derrière une porte en bois sombre, avec une petite plaque en laiton. Simple. Sérieux. J'aime les endroits qui ne cherchent pas à impressionner. Il m'a reçu dans un bureau qui sentait le papier et le café. Un homme d'une 60aine d'années, lunettes rondes, une façon de parler qui allait droit au but sans être froide. Il a ouvert le dossier que je lui avais envoyé par courrier recommandé 2 semaines auparavant. La fameuse chemise cartonnée du tiroir d'Henri, maintenant accompagnée de copies numérisées et d'un récapitulatif que j'avais rédigé moi-même, nuit après nuit, à la table de la cuisine. Il a parcouru les documents en silence. De temps en temps, il levait les yeux vers moi, notait quelque chose, reprenait sa lecture. Puis il a posé les feuilles, a croisé les mains sur le bureau et m'a dit « Madame Morel, ce que vous avez ici est sérieux. Les mouvements sont documentés, les montants sont significatifs, et le schéma est clair. Vous avez fait un travail remarquable. » J'ai dit que j'avais eu un bon professeur. Il a levé un sourcil. J'ai dit « Mon mari. Il m'a appris à ne jamais jeter un document. » Maître Dubois a esquissé un sourire. Puis il est redevenu sérieux. « Il y a cependant quelque chose dans ce dossier que vous n'avez peut-être pas encore vu. Ou peut-être que si. » Il a sorti une feuille et l'a glissée vers moi. « Cette signature-là. Vous la reconnaissez ?» Je l'ai regardée et mon sang s'est figé. Ce n'était pas la signature de Camille. C'était la mienne. Ou plutôt, c'était quelque chose qui ressemblait à ma signature. Suffisamment pour passer sur un document bancaire. Suffisamment pour autoriser des choses que je n'avais jamais autorisées. Mais pas tout à fait la mienne. Pas si on regardait de près. Une signature imitée, a dit Maître Dubois doucement. Sur 2 documents, ce qui change considérablement la nature juridique de l'affaire. J'ai posé la feuille sur le bureau. J'ai respiré. Et j'ai compris que ce que je croyais être la fin de cette histoire n'était en réalité que le début. Parce que Camille n'avait pas seulement utilisé mon argent sans me le dire. Elle avait signé à ma place. Elle avait imité mon écriture sur des documents officiels. Et ça dépassait largement une dispute familiale autour d'un compte en banque. Maître Dubois m'a regardé avec une expression qui mélangeait la compassion et la gravité. « Je vous laisse le temps d'assimiler. Mais, Madame Morel, vous avez bien fait de venir. Et vous avez bien fait de ne rien dire avant d'avoir tout ça en main. » Je suis sortie dans la rue. Le soleil de Nice était haut, la lumière crue sur les façades ocre et rose du vieux quartier. J'ai marché lentement jusqu'à une petite place avec une fontaine. Je me suis assise sur un banc et j'ai sorti le téléphone. J'avais 3 appels manqués de Camille et un SMS de mon fils Thomas, qui vit à Bordeaux et avec qui je parle peu, mais qui, ce matin-là, m'avait écrit « Maman, Camille vient de m'appeler. Elle dit que tu as perdu la tête. Est-ce que tu vas bien ?» J'ai fermé les yeux une seconde. Alors voilà. Elle avait commencé à construire sa défense. Et sa défense, c'était moi, une vieille femme qui aurait perdu la tête. Je savais que ça viendrait. D'une certaine façon, je l'avais même prévu. Mais ça ne fait pas moins mal de voir son propre enfant utiliser votre âge comme une arme, de comprendre que dans cette bataille, elle était prête à tout, même à remettre en question votre lucidité, votre dignité,
votre parole. Et c'est là, sur ce banc, au soleil de Nice, que j'ai pris la décision la plus importante de toute cette histoire. Pas celle du comptoir, pas celle du compte bloqué, celle-là. Ce que j'allais faire ensuite, Camille ne l'avait pas vu venir. Personne ne l'avait vu venir, pas même Maître Dubois. Il y a une chose que personne ne vous dit sur la trahison quand elle vient de quelqu'un que vous aimez. Ce n'est pas la colère qui reste le plus longtemps, c'est la tristesse tranquille. Celle qui s'installe comme une locataire discrète, qui ne fait pas de bruit, mais qui est là tous les matins quand vous ouvrez les yeux. Je suis restée assise sur ce banc encore un long moment. Les pigeons marchaient autour de mes pieds. Un vieil homme lisait son journal à l'autre bout de la place. La fontaine faisait son bruit régulier, patient, indifférent à tout. Et moi, je tenais mon téléphone dans la main en pensant à Thomas, mon fils, mon garçon silencieux, qui avait toujours laissé Camille prendre toute la place parce que c'était plus simple ainsi. Thomas n'était pas mauvais, il était absent. Ce qui, dans certaines situations, revient presque au même. Je lui ai répondu « Je vais très bien, mon chéri. On se parle bientôt. » Court, calme, sans défense inutile, parce que je n'avais pas à me justifier. Pas encore, pas à lui. Je suis rentrée chez Marguerite. Elle m'avait préparé à déjeuner. Une tapenade, du pain frais, des tomates avec un filet d'huile d'olive. Des choses simples qui font du bien exactement parce qu'elles sont simples. On a mangé sur le balcon, la mer en bas, le ciel immense au-dessus. Et je lui ai tout dit, les signatures imitées, Maître Dubois, le message de Thomas. Elle a posé son verre. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai réfléchi un moment. Ce qu'Henri aurait fait, aller jusqu'au bout, mais sans perdre qui je suis en chemin. Elle m'a regardé longtemps, puis elle a dit « Tu sais ce que j'aimais le plus chez mon frère ? Il choisissait toujours ses batailles avec soin, mais quand il en choisissait une, il ne lâchait jamais. » J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours, j'ai vraiment souri. Le lendemain, j'ai rappelé Maître Dubois. On a travaillé pendant 2 heures, lui et moi, à construire la suite. Il était méthodique, précis, il anticipait chaque objection possible. À un moment, il m'a dit « Madame Morel, la plupart des gens qui viennent me voir dans cette situation ont attendu trop longtemps ou agi trop vite. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Ce que nous avons décidé ensemble ce jour-là, je ne vais pas tout vous dire maintenant, parce que certaines choses doivent rester entre un avocat et sa cliente. Mais je peux vous dire l'essentiel. Camille allait recevoir une lettre recommandée, officielle, formelle, rédigée dans le langage précis du droit. Cette lettre allait lui expliquer, point par point, ce que nous avions. Les relevés, les virements non autorisés, les documents avec la signature imitée, et les options qui s'offraient à elle. Parce que oui, il y avait des options. Je n'étais pas venue pour détruire ma fille. Je n'avais pas passé 6 mois à rassembler des preuves par soif de vengeance. Je l'avais fait pour me protéger, pour récupérer ce qui m'appartenait. Et pour qu'elle comprenne, vraiment comprenne, qu'il y avait des conséquences à ce qu'elle avait fait. La lettre est partie un mercredi matin. Le jeudi, Camille a appelé Maître Dubois directement. Il m'a rapporté la conversation avec le détachement professionnel qui le caractérisait, mais j'ai senti dans sa voix qu'elle l'avait appelé dans un état second. Elle était paniquée. Elle demandait ce que ça voulait dire, ce qui allait se passer, si c'était vraiment nécessaire d'en arriver là. Maître Dubois lui avait répondu que c'était à elle de décider de la suite, que sa mère lui laissait la possibilité de régler les choses à l'amiable, restitution complète des sommes, dissolution de tous les accès, et une rencontre encadrée pour poser les bases d'une relation différente. Ou alors, les voies légales suivraient leur cours. Le vendredi, c'est Thomas qui m'a appelé. Cette fois, il n'était plus dans le camp de Camille. Il avait dû lui parler, entendre sa version, et sentir quelque chose qui ne collait pas. Mon fils n'est pas stupide. Il est juste quelqu'un qui préfère ne pas voir les problèmes tant qu'il peut les éviter. Mais là, il ne pouvait plus les éviter. « Maman », il a dit, et dans ce seul mot il y avait quelque chose de différent, une douceur un peu honteuse, le ton de quelqu'un qui réalise qu'il a été absent trop longtemps. « Est-ce que je peux venir te voir à Nice ?» J'ai dit oui. Il est arrivé le samedi. Marguerite nous a laissé l'appartement pour quelques heures.
On s'est assis à la table de la cuisine, un café entre nous, et on a parlé. Vraiment parlé. Peut-être pour la première fois depuis des années. Il m'a dit qu'il savait que Camille avait des problèmes financiers depuis un moment. Des dettes, un investissement qui avait mal tourné, un ex-compagnon qui lui avait laissé des complications. Des choses qu'elle lui avait confiées à lui, mais jamais à moi. Et là, quelque chose s'est mis en place dans ma tête. Ce n'était pas que de la cupidité. Ce n'était pas que du contrôle. C'était une femme qui s'était retrouvée dans l'eau jusqu'au cou et qui avait fait quelque chose de terrible pour ne pas se noyer. Elle s'était accrochée à sa mère sans lui dire qu'elle se noyait. Sans demander. Sans expliquer. Juste en prenant parce qu'elle ne savait pas faire autrement. Ça ne changeait pas ce qu'elle avait fait. Ça ne rendait pas les signatures imitées acceptables, ni les virements non autorisés excusables. Mais ça changeait quelque chose dans la façon dont je regardais la situation. J'ai dit à Thomas, « Pourquoi elle ne m'a pas dit qu'elle était en difficulté ?» Il a baissé les yeux. « Je pense qu'elle avait honte, et je pense qu'elle avait peur que tu la juges. » J'ai réfléchi à ça longtemps, parce que quelque part, dans tout ce désastre, il y avait aussi une question que je devais me poser honnêtement. Est-ce que j'avais été le genre de mère à qui on peut venir dire qu'on a échoué ? Est-ce que j'avais laissé assez d'espace pour la fragilité de mes enfants ? Ou est-ce que j'avais tellement valorisé la force, l'indépendance, la dignité, toutes ces choses qu'Henri et moi avions essayé de leur transmettre, que j'avais sans le vouloir fermé la porte à leur vulnérabilité ? Je n'ai pas de réponse certaine à cette question. Peut-être que je n'en aurai jamais, mais je sais que me la poser, c'est important. Camille a accepté les termes de Maître Dubois 3 jours plus tard. Tout a été restitué, pas en une fois. Un arrangement a été trouvé, réaliste, documenté. Les accès ont été supprimés définitivement. Et on a eu cette fameuse rencontre encadrée, 1 mois plus tard, dans le bureau de Maître Dubois à Nice. Elle est entrée dans la pièce avec cet air qu'ont les gens qui ont pleuré, mais ne veulent pas qu'on le voie. Elle s'est assise en face de moi. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, peut-être depuis avant la mort d'Henri, elle m'a regardé vraiment. Pas comme une mère à gérer, pas comme un compte à administrer, comme une personne. Elle a dit « Je suis désolée, maman ». 3 mots, simples. Et pourtant j'ai senti le poids qu'il lui avait coûté. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien, parce que tout n'allait pas bien, et mentir n'aurait rendu service à personne. Je lui ai dit que j'entendais ses mots, que j'avais besoin de temps, et que le temps, maintenant, c'était moi qui décidais comment l'utiliser. Elle a hoché la tête. On a signé les documents. Maître Dubois a rangé ses papiers. Et dans ce bureau silencieux du vieux Nice, quelque chose s'est refermé. Pas guéri, refermé. Ce n'est pas pareil, mais c'est un début. En sortant, on a marché quelques mètres côte à côte sur le trottoir, sans se parler. Juste les pas, le soleil, le bruit de la ville autour. Et puis Camille a dit, très doucement, presque pour elle-même, « Tu n'es vraiment pas ce que je croyais, maman. » Je lui ai répondu, « Non, je suis exactement ce que j'ai toujours été. Tu n'avais juste pas regardé. » Elle est partie dans un sens, moi dans l'autre. Et cette fois, je me suis retournée. Une seule fois. Pour la voir marcher, petite dans la lumière de Nice. Cette femme que j'avais mise au monde et que je ne connaissais peut-être pas autant que je le croyais, et que je devais maintenant réapprendre à connaître, si elle le voulait aussi, si on en était capables toutes les deux. Je suis rentrée chez Marguerite. Elle m'attendait avec du café. On s'est assises sur le balcon. La mer était calme. J'ai pensé à Henri, à ce qu'il m'aurait dit. Probablement quelque chose de court, de juste, avec ce sourire dans les yeux qu'il gardait pour les moments importants. Probablement « Bien joué, Élise ». J'ai levé ma tasse, discrètement, vers le ciel, et j'ai bu mon café. Vous savez, en vous racontant tout ça, je ne cherche pas votre admiration. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une femme qui a mis trop de temps à comprendre que s'aimer soi-même n'est pas une trahison envers ceux qu'on aime. Que poser des limites n'est pas de la froideur, c'est du respect, pour soi, et finalement, pour l'autre aussi. On nous apprend, à nous les femmes, à donner. Toujours donner. La force, le pardon, la patience, l'espace, et c'est beau.
mais personne ne nous dit que donner sans jamais se garder une part, ça finit par vider quelque chose d'essentiel en soi. Si cette histoire vous a touché, si quelque chose dans ces mots a résonné avec ce que vous portez, vous aussi, dans votre vie, laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'Élise a bien fait? Auriez-vous pardonné plus tôt? Moins vite? Différemment? Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste la vôtre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que ces histoires, ces vraies histoires de femmes, de familles, de courage silencieux, elles méritent d'être entendues. Et vous méritez de ne pas les manquer. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Ça compte énormément.